Focus aujourd'hui sur une décision historique qui a secoué le monde du renseignement européen. L'Allemagne a claqué la porte au géant américain Palantir pour confier ses données ultra sensibles à une entreprise française, Chaps Vision. C'est le point de départ d'une réflexion vertigineuse sur la souveraineté numérique. Un peu plus tard, nous allons développer justement les enjeux autour de cela. Mais d'abord, on s'arrête un instant avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour, d'abord, je vous salue sur ce qui s'est passé précisément entre les entreprises Chaps Vision qu'on découvre aujourd'hui même et Palantir en Allemagne. Comment est-ce que vous l'expliquez cette décision ? Oui, Chaps Vision, Nabia, c'est une petite pépite française qui, au fur et à mesure des acquisitions, compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs. Et ça a été une petite victoire pour la French Tech, puisqu'elle a été choisie par les services de renseignement intérieur allemands, le BFV, qui a écarté effectivement le logiciel de l'américain Palantir pour adopter Argon OS, une solution d'intelligence artificielle qui a été développée par cet éditeur français. Le Berlin explique en fait qu'une entreprise privée américaine ne doit pas accéder à ces bases de données nationales de sécurité. C'est un rejet direct de l'extraterritorialité de certaines lois américaines comme le Cloud Act, même si ce n'est pas dit officiellement. Et l'explication, c'est que Chaps Vision a pu atteindre une taille critique en rachetant plusieurs entreprises et surtout qu'elle arrive à trier des quantités massives de données structurées et non structurées. Je vous propose d'écouter tout de suite le directeur général de Chaps Vision, Silvano Sansoni, qui explique la démarche de cette entreprise française. Notre plateforme Argonos est modulaire. Elle collecte, analyse des données massives, hétérogènes, des documents, des vidéos, des audios, des cartes, des bases de données, et pour les transformer en réponses précises et intelligentes à des questions les plus stratégiques que se posent les gouvernements, les ministères, les entreprises, qu'elles soient industrielles, pharmaceutiques ou des institutions financières. La force principale d'Argonos est de permettre d'orchestrer des agents IA autonomes qui travaillent sur des millions de données, qui génèrent des rapports pour les équipes et leur permettent de prendre la meilleure décision dans ce contexte. La souveraineté numérique, c'est la capacité d'atteindre l'excellence pour toujours avoir le choix. Et qui est Palantir ? D'où vient cette entreprise, Guillaume ? Quelle est sa vision, ses ambitions ? Oui, c'est une entreprise un petit peu hors norme, un petit peu spéciale, qui a été créée en 2003. Vous savez, on est quelques mois après le 11 septembre 2001 et il y a eu cette réaction américaine que l'on doit à deux personnages que l'on voit à l'écran. Alex Karp, que je montre là, qui est un personnage haut en couleur, qui adore le tai chi, qui adore les BD françaises, qui apprend le français, qui n'a pas son permis de conduire, qui s'enorgueillit en réalité de défendre l'Europe, l'Occident. C'est une personnalité un petit peu spéciale parce qu'elle a été, lorsqu'elle était étudiante, l'élève du philosophe marxiste allemand Jürgen Habermas, une famille un petit peu hippie, il le confesse lui-même, et il dit qu'avec le co-créateur Peter Thiel, vous savez qu'on a vu au départ, qui est le co-créateur de Palantir, qui, pour Peter Thiel, a conseillé Donald Trump à l'occasion de son premier mandat. Il disait, moi je suis le mec de gauche, Peter Thiel c'est le mec de droite, et on n'arrête pas de se chamailler, mais au fur et à mesure des années, on a vu Alex Karp, on le voit notamment dans son livre The Technological Republic, affirmer des positions de plus en plus bellicistes. Il reproche à certains acteurs de la Silicon Valley, comme Google, de ne pas prendre assez position, de ne pas se rapprocher de l'armée pour défendre, explique-t-il, l'Occident. Donc on voit bien que cette entreprise qui doit son nom à la pierre de vision, vous savez, on est dans le monde du Seigneur des Anneaux, qui veut prévoir le temps et l'espace à venir à travers différents logiciels, les logiciels comme Gotham, mais aussi Maven qu'il a réussi à vendre aux entreprises du monde entier. Et l'idée de Maven, c'est aussi d'utiliser la fusion massive des données, la reconnaissance automatique de cibles par l'intelligence artificielle à travers des véhicules blindés de mouvements de troupes, et d'accélérer ce qu'il appelle la kill chain, c'est-à-dire de prendre des décisions de tuer. Bref, c'est une redoutable machine qui a été au fur et à mesure utilisée par les gouvernements du monde entier. Alors justement, en quoi ce modèle de Palantir peut poser problème aux États souverains ? En fait, c'est que l'État français a été et est client de Palantir, c'est-à-dire que vous avez cette tentation de déléguer le traitement de fichiers extrêmement sensibles ou des suspects de terrorisme à une boîte noire américaine. Les logiciels de Palantir sont utilisés par certaines polices pour anticiper les crimes. C'est aussi utilisé par certaines ONG. Palantir explique
explique que ces solutions ont permis d'identifier et de neutraliser Ben Laden. Donc c'est extrêmement efficace. Le problème, si vous voulez, c'est qu'avec les lois comme le Patriot Act, certaines données extrêmement sensibles, les données d'identité, peuvent remonter aux États-Unis. Et c'est pour ça que les problématiques de souveraineté numérique remontent en surface. Face à l'escalade algorithmique et au pouvoir grandissant de l'intelligence artificielle dans les États, la nouvelle encyclique du pape sur le sujet peut-elle changer la donne ? Oui, ça s'est passé il y a quelques jours et ça n'arrête pas de susciter des émois dans toute la planète tech. Alors c'est une encyclique que l'on doit à ce pape qui est mathématicien, Léon XIV. L'encyclique s'appelle Magnificat Humanitas, une centaine de pages, et il appelle à protéger l'humain face à l'intelligence artificielle. Il explique que la neutralité morale de l'IA ne suffira pas. Il s'oppose à la guerre algorithmique. C'est quelque chose. Il veut véritablement aller vers davantage de paix. Il dit qu'il faudra pouvoir se passer, jeûner vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je trouve ça assez intelligent parce qu'il dit qu'il ne veut pas créer de nouvelles dépendances. Et ce qui crée un petit peu polémique, c'est qu'il y avait à ses côtés une personnalité qui s'appelle Chris Olah, uniquement 33 ans, le co-créateur d'Anthropic, et qui lui veut, donc c'est la maison mère de Claude, vous savez, qui avait résisté au Pentagone, et certaines personnalités, comme Peter Thiel, on revient à lui, vous savez, le co-créateur de Palantir, explique que le pape va trop loin vers la défense de la paix, qu'il ne joue pas son rôle de neutralité, et je vous propose de l'écouter quelques instants, Nabia. Il faut désarmer l'intelligence artificielle. Le mot est fort, j'en suis conscient, mais je l'ai choisi délibérément car il faut éveiller les consciences et indiquer les voies à suivre pour l'humanité. Oui, alors il y a des personnalités, je l'ai dit, qui trouvent que le pape va trop loin, et d'autres, comme Timothy Gebru, vous savez, qui s'est longtemps occupé de l'éthique chez Google, estiment que le pape ne va pas assez loin, qu'il ne devrait pas travailler avec des entreprises comme Anthropic. Bref, on voit que cette parole a des répercussions au-delà de la communauté catholique. C'est un petit peu comme une recherche d'une boussole dans un monde en pleine accélération. Je trouve ça très intéressant à suivre, et on va continuer à travers des témoignages comme celui d'Anne Bouvreau, vous savez, la présidente du conseil d'administration de l'École normale supérieure, de suivre cette affaire, parce que je trouve ça intéressant de voir comment gérer cette invention humaine capable du meilleur, notamment dans la médecine, mais aussi du pire à travers l'utilisation par l'armée, par exemple. L'IA, justement, et l'IA au quotidien qui peut changer la vie de certains citoyens. Vous aviez un petit objet à nous présenter. Oui, je voulais vous faire un tout petit teaser parce que grâce à mon collègue Peter O'Brien, j'ai pu tester, avoir en plateau les lunettes qui s'appellent Mira. Alors ces lunettes, elles sont très intéressantes parce qu'on les doit à deux inventeurs comme Anipiu Nguyen ou encore Ken Ardafio. Vous savez, ils avaient manipulé les lunettes Meta pour montrer que ça permettait la reconnaissance faciale. Ces lunettes, elles permettent la traduction, l'écoute, surtout de fact-checker, c'est-à-dire on peut voir des images derrière moi de ces lunettes que vous pouvez commander, qui ne sont pas encore disponibles aujourd'hui en Europe. Et je trouve que c'est très intéressant à suivre au niveau du respect de la vie privée, parce qu'il n'y a pas de caméra sur ces lunettes. On sait que c'est au cœur de toutes les recherches chez Samsung, chez Google, chez Meta. Et je vais tester toutes ces lunettes pendant la semaine pour vous montrer à quoi ça peut correspondre. Lors d'une prochaine chronique. Merci à vous, Guillaume. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Autour du monde.